Alors, nous venons d'avoir une très belle introduction sur la fabrique par Aurélien Fouillet. Et nous allons continuer sur la thématique fabrique et système. Alors, je chausse mes lunettes. Donc, sur la question des savoir-faire et de la fabrication qui interroge nos relations au territoire, aux cultures, et qui permet d'envisager de nouveaux attelages territoriaux et sociétaux. Et nous allons particulièrement parler de fabrication, d'éco-conception ou d'innovation avec nos deux invités qui sont David Topani, qui est prototypiste. Voilà. Et vous avez un micro, là, ici. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Et Benoît Godon, et je vais donc les présenter. David Topani a créé l'atelier Ufacto, qui emploie 4 personnes et une dizaine de collaborateurs occasionnels. Il réalise des prototypes pour des designers, pour des artistes, pour des musées, pour des entreprises de renommée internationale. Voilà. Et Benoît Godon, qui travaille donc à Écomobilier, qui a été créé par Dominique Mignon. Alors, qu'est-ce que c'est Écomobilier ? Déjà des chiffres. En 2021, ce sont 1 million de tonnes de mobilier d'usagers, enfin que les gens n'utilisent plus, que vous récupérez. En fait, on collecte, trie et recycle le mobilier usagé des Français depuis plus de 10 ans, depuis 10 ans maintenant. Donc c'est une filière qui enfouissait il y a encore 5 ans jusqu'à 55% des meubles usagés. Donc aujourd'hui, c'est ce mobilier qu'on n'utilise plus, qui est obsolète et donc recyclé et va être soit réemployé, soit devenir à travers les matériaux utiliser d'autres choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être, David, un peu votre parcours, votre métier ? Alors moi, je suis, comme sans doute certains d'entre vous, je suis issu d'une école d'art appliqué. J'ai fait l'école Boulle il y a quelques années maintenant. Donc j'ai une formation d'ébéniste. Et après être sorti de l'école, mon idée c'était de monter un atelier, puisque c'était un peu ce qui m'intéressait. Et c'est ce que j'ai fait assez rapidement. J'ai commencé seul. Mes premiers clients étaient bizarrement des architectes. Donc j'ai commencé en faisant des maquettes d'architecture, ce qui reste un travail manuel, puisque un atelier c'est un outil de production. Après il suffit de l'adapter à la demande. Et donc pendant quelques années j'ai fait des maquettes d'architecture. Et puis au gré des rencontres, j'étais sollicité pour fabriquer des objets plus petits, plus gros, enfin voilà. Et du coup, ça m'a amené à répondre à des demandes plus importantes, à faire plus donc, du mobilier, de l'objet, de la maquette d'objets industriels, du prototype de meubles, des pièces pour des artistes, des modèles pour des pièces en bronze, c'est-à-dire des modèles de fonderie, enfin voilà. Tout ce qui était et qui pouvait être fabriqué dans un atelier avec des mises en œuvre de matériaux un peu de toute nature, c'est-à-dire qu'il y a à la base du bois puisque je suis ébéniste de formation, mais aussi des matières plastiques, du métal, des matériaux de synthèse, des résines, du plâtre, enfin voilà, tout ce qui peut se manipuler dans un atelier où on fabrique. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est vrai que le spectre est assez large, mais c'est assez proche de ce qui se passe en fait. Est-ce que votre pratique a évolué ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à de nouvelles problématiques dans la façon de fabriquer ? Quelle est la part d'innovation ou de conception ? La part d'innovation, on est des artisans, donc on n'est pas à la pointe de l'innovation dans notre pratique quotidienne. Parce que la demande des gens qui travaillent avec nous, c'est de produire un objet, en général, si on veut résumer un peu les choses. Simplement, il commence à y avoir des interrogations sur le sourçage ou le sourcement, je ne sais pas comment on dit, des produits, d'où viennent les matériaux qu'on emploie, ou dans certains cas, entre guillemets, interdire l'usage de certains matériaux. Donc ça, c'est pas une démarche qui nous est propre. Par contre, elle vient plus des gens qui se tournent vers nous. Voilà. Donc des commandes. Des commandes, ouais, c'est ça. Et vous travaillez alors avec qui, vous pouvez le dire ?
On travaille alors en termes de marque, on travaille avec Lacoste, avec Hermès, avec Chanel, enfin ça dépend, c'est ponctuel. Les designers, Vincent Torchman, parce que c'est lui qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est lui qui m'a demandé de participer à cette réunion. Donc Vincent, je le connais depuis pas mal d'années, on travaille régulièrement ensemble quand il me sollicite. On travaille avec les frères Broulec, on travaille avec des gens plus... je ne sais pas si vous connaissez Hubert Le Gall ou Mattia Bonetti ou des gens comme ça qui sont... Voilà, est-ce qu'ils sont artistes, est-ce qu'ils sont designers, est-ce qu'ils sont... Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, voilà, je pense que des gens comme ça. Et donc vous mettez au point des prototypes? Alors, il y a plusieurs parts. On travaille, par exemple, pour les frères Broulec, pour la Galerie Créo, qui édite certains de leurs produits. Parce que moi, ça fait très longtemps qu'on les connaît aussi et qu'on travaille ensemble. Donc, il y a un certain nombre de pièces qui sont des vraies pièces de galerie numérotées, signées. Et puis, sinon, pour les industriels, quand ils ont des projets, par exemple avec Samsung, c'est de la maquette. C'est du prototype avant validation des projets, mise en route du process industriel, etc. etc. Et il y a une part de laboratoire, une partie laboratoire justement dans cet atelier. Je pense aux Broulec justement qui font des pièces pour la Galerie Créo, mais qui parfois ensuite vont partir fabriquer autrement chez les industriels. Non, quand le produit sort de chez nous, soit on l'a fabriqué avec nos moyens. Pour les process industriels, imaginez que Samsung, ils ont une capacité qu'on n'a pas. Donc non, après, les projets nous échappent complètement. Et si on peut, de temps en temps, on reçoit une maquette ou un proto pour changer une couleur, pour une présentation, enfin voilà, des choses comme ça. Mais ça se limite à ça. C'est pas, non. On n'a pas les moyens, c'est pas notre vocation, c'est pas ce qu'on a envie de faire non plus, parce que c'est pas très sexy, quoi. Et quel type de matériaux vous travaillez le plus aujourd'hui? Alors ça dépend de la nature du projet. Si on a une demande pour une chaise en bois, évidemment ça va être du bois, hein, c'est assez évident. Si certains projets peuvent impliquer des phases de moulage ou si c'est pas clair, c'est-à-dire que si on regarde ce tabouret ou cette chaise, au stade du proto, il y aura plusieurs façons de le produire. Donc c'est en fonction de la demande, c'est en fonction de la nature de l'objet, éventuellement du nombre de protos dont on a besoin. C'est-à-dire s'il y a une seule maquette et qui est juste une maquette visuelle, il n'y a pas les contraintes mécaniques. Si la chaise n'a pas besoin de supporter le poids d'une personne, ça peut être fait assez rapidement avec des matériaux légers. Et c'est la finition qui fait la fin du travail, quoi, qui fait que l'objet ressemble à ce qu'il doit être. Si ça doit être un peu plus solide, on intègre, alors c'est soit du métal, soit des matériaux de synthèse, de la fibre de verre, de la résine, enfin des matériaux plastiques modernes, du PMMA, du PVC, enfin voilà. Tout ça, ça se vend en plaques, en bâtons, ça se travaille plus ou moins comme du bois. Je dirais que la base de l'outillage de l'atelier, c'est plus ou moins un atelier de menuiserie, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a des scies circulaires, il y a de quoi couper, il y a de quoi coller, il y a de quoi poncer, il y a de quoi surfacer, il y a de quoi raboter. Voilà, donc il y a certains matériaux qui se prêtent à ça, d'autres pas du tout, mais bon, enfin, en gros on s'adapte, c'est un peu une espèce de cuisine, un peu un laboratoire, en fonction de la demande, on essaie de trouver des solutions, il y a ça aussi qui intervient beaucoup. Il y a une partie laboratoire quand même. Si c'est ça la notion de laboratoire, oui, il y a une partie de recherche, on émet des hypothèses pour arriver au meilleur résultat, dans les meilleurs délais, avec un coût le plus raisonnable possible, parce qu'il y a aussi l'économie qui est importante. Et voilà, donc il y a un échange effectivement avec les créateurs pour qu'eux expliquent la demande. Bon, souvent il y a des plans, il y a des images, formellement c'est à peu près réglé. Après, bon, il y a les contraintes dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça doit être un vrai proto? Est-ce que c'est juste pour une présentation? Voilà, tout ce genre de choses. Après, il y a des impasses, des choses qu'on n'est pas en mesure de faire. Donc, il y a quand même une discussion, il y a un échange, il y a des compromis à faire sur les moyens à mettre en œuvre. Parce que avec beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Avec moins d'argent, il faut trouver des solutions et faire des compromis. Et voilà, donc... Quand vous fabriquez une petite série avec un designer, vous fabriquez toute la série? Oui. Ouais, les pièces pour les galeries, parce que
Parce qu'on a le process de fabrication, on a le process de finition, donc on fait tout dans ce cas-là. Mais bon, c'est pas des grandes séries. On n'est pas... C'est 12 exemplaires? Ouais, c'est 8 plus 2, je crois, les petites séries. Alors, il nous est arrivé de faire des petits coffrets de luxe pour des éditions d'art, donc on va jusqu'à 50 pièces, mais qui sont en termes de mise en œuvre beaucoup moins complexes, en plus de la tabletterie, c'est-à-dire que ça se rapporte presque à de l'ébénisterie. Donc ça, c'est encore gérable à l'échelle de l'atelier, mais au-delà, c'est pas viable. Est-ce que dans tout ce système de production, vous croisez des savoir-faire, d'autres ateliers? Est-ce qu'il y a des... Oui, bien sûr, parce que je reviens sur Mattia Bonetti, pour qui on a participé à l'élaboration de pièces qu'il a dessinées pour des clients un peu partout dans le monde, notamment du mobilier. Donc dans le mobilier, il y a l'assise, il y a la garniture, et ensuite il y avait des pièces en fibre de verre qui venaient habiller l'ensemble. Donc on a affaire au tapissier et au menuisier en siège, qui est un corps de métier des métiers d'art, qui fait la carcasse du fauteuil. Voilà. Aussi parfois certaines finitions on ne les fait pas, donc la pièce qui a été faite, qu'on a produite, qu'on a préparée, elle est traitée chez un laqueur ou chez un doreur, enfin voilà. Donc les pièces partent de chez vous et ensuite vont aller dans d'autres ateliers pour d'autres interventions, ou est-ce que vous fédérez chez vous tous ces savoir-faire? Non, parce que de la même manière que nous, on a un atelier avec notre équipement et notre savoir-faire, les gens qui font de la laque, ils ont leur cabine de peinture, ils ont leurs produits, ils ont leur environnement, leur temps de travail, tout ça. Donc effectivement, faire une belle finition sur une pièce, si on ne la fait pas, nous, en interne, l'objet sort de l'atelier, il va chez le prestataire et voilà, il reste le temps qu'il faut. C'est souvent des process relativement longs. Et ensuite, soit il est terminé, il repart directement chez le client, soit il revient chez nous s'il y a du remontage, du réassemblage à faire, enfin voilà, toutes les problématiques qui sont liées. Est-ce que à partir de cette expérience et de ce travail, vous avez créé donc un maillage de savoir-faire autour de vous? Vous travaillez avec des artisans identifiés et souvent les mêmes. Oui, ça crée tout un système. On a un petit réseau de fournisseurs, effectivement, des serruriers, des peintres, c'est l'essentiel. Parce que dans le genre d'activité qu'on a, le lien, enfin le rapport, c'est pas juste une prestation monnayée, et voilà, ça va vous coûter tant. Il y a un problème de confiance dans ce qui se passe, dans la qualité du travail, dans les délais qui sont aussi une contrainte permanente. Enfin, il y a toujours des problèmes de délai. Donc effectivement, quand tu as un réseau, je pense, c'est vrai dans toutes les relations humaines, quand des liens se créent et qui fonctionnent et qui sont bons pour tout le monde, ça perdure. Ouais, ça dure dans le temps, absolument. Et est-ce qu'il y a des savoir-faire justement qui se complètent, mais qui font que vous voulez travailler qu'avec un tel ou une telle, en fonction il y a la question de la confiance, la question aussi de du savoir-faire, de la compétence. Alors moi, je peux parler que de ce que je connais. Il y a pas tant de gens que ça qui répondent aux besoins qu'on a. Donc quand vous cherchez les ateliers de peinture ou de laque ou de finition, il n'y en a pas 50 000. Enfin voilà, donc ça réduit déjà le champ. Et je pense que non, une fois que, sauf si quelqu'un arrête son activité, ce qui arrive au bout d'un moment, effectivement, il faut trouver un autre partenaire. Mais en général, on fonctionne toujours avec les mêmes. Ouais. Alors vous êtes finalement sur un créneau assez luxe, puisque vous travaillez avec des artistes de renommée internationale pour des commandes. Vous avez cité des maisons plutôt de luxe. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas d'obsolescence finalement des pièces que vous fabriquer, on s'en débarrasse pas. J'imagine que non, je pense pas. Non, on est. C'est des pièces d'art, quoi, des pièces d'artistes. Ouais, c'est ça, qui reviennent parfois des années après pour une restauration, parce qu'elles ont été prêtées pour une expo, elles ont été abîmées, donc il faut les reprendre, les restaurer. C'est vrai que l'essentiel, une grosse partie des pièces qu'on produit, on parle de celles des pièces de galerie, effectivement, elles continuent à vivre.
Après, il nous arrive de faire des maquettes qui sont des objets plus légers, enfin voilà, qui sont juste là pour valider un concept, une hypothèse de travail. Ça, bon, j'imagine que ça, c'est pas forcément conservé au-delà d'un certain temps. Là, c'est moins durable comme objet. Ouais. Et vous, Benoît, alors là, on est loin de ces pratiques, mais vous aviez quand même échangé avant et vous aviez des choses à partager, peut-être sur la façon de fabriquer ou. En fait, nous, on collecte, on trie, on recycle le mobilier. Ça veut dire qu'on refabrique, soit avec des partenaires. On ne fait pas tout, mais on refabrique soit du mobilier de deuxième main qui va avoir bénéficié d'une réparation, d'un réemploi, parfois d'un relooking pour pouvoir être remis sur le marché en tant que produit. Mais on refabrique aussi de la matière ou du combustible. Et donc, du coup, on permet à ce meuble d'avoir cette deuxième vie. Parce qu'en fait, tous les produits, et là j'écarte du coup toutes les pièces d'art, ont une fin de vie, quelle que soit leur qualité, leur niveau de gamme, la valeur qu'ils ont embarquée dans leur fabrication. Et donc on se doit de redonner vie à ces produits ou aux matières qui en sont issues. Donc déjà le point commun c'est qu'on fabrique nous de la matière, vous les pièces, qui un jour peut-être arriveront chez nous. Alors les prototypes c'est très éphémère effectivement, donc ça arrive vite. Vos pièces arrivent beaucoup plus tard chez nous. Donc on a ce point commun, mais on a ce point commun aussi de stimuler la créativité ou de revenir vers les gens avec des nouvelles propositions. Nous, collecter, trier, recycler, c'est bien, mais si personne n'utilise cette matière, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que cette matière, elle trouve preneur, elle trouve un nouveau consommateur. Et donc on repropose cette matière recyclée sur le marché, on propose différentes matières. On essaye de donner de la valeur à ces matières. Une mousse issue d'un matelas usagé qui est recyclé, qui est remise sur le marché, elle a une valeur d'estime qui est pas géniale. Parce que oui, quelqu'un a déjà dormi un jour sur cette mousse, alors même si c'est un recyclage mécanique, donc il y a différentes étapes de broyage, de nettoyage, de broyage, de remise en forme, voire parfois même un recyclage chimique, où là on redescend au niveau de la molécule pour pouvoir refaire une nouvelle mousse. Elle a eu une vie qui lui donne une valeur hygiénique, d'hygiène qui est absolument parfaite, il n'y a pas de risque, mais c'est vrai que la valeur d'estime de cette mousse est pas folle. En tout cas, quand nous on a démarré le collecte, le tri, le recyclage des matelas en 2016, il fallait trouver des gens qui croyaient en cette matière, qui voulaient s'en emparer. Aujourd'hui, cette matière, on la propose, elle a une valeur technique qui est excellente, elle a une valeur économique qu'on aimerait bien être un peu meilleure, mais notre métier, c'est de donner de la valeur à cette matière, comme David donne de la valeur aux propositions qu'ils lui ont faites en transformant justement de l'idée au produit, du concept à son existence. Nous, c'est cette matière sans valeur, on lui redonne de la valeur sous forme d'un nouveau produit, d'une nouvelle matière, ou parfois d'un combustible quand on peut faire ni le premier ni le deuxième. Et d'un combustible ensuite pour faire fonctionner par exemple une fabrique, une manufacture, une usine ou... Oui, alors c'est du combustible qui est très apprécié des industries très énergivores, donc ça va être les cimenteries, ça va être des chaufferies industrielles. On est nous un industriel, on collecte, trie et recycle. Vous jetez collectivement, enfin nous jetons collectivement 1,2 million de tonnes de meubles par an qu'Ecomobilier collecte. Donc on est sur une échelle industrielle, tout le territoire français derrière. Donc on a ces obligations de regarder, et on a l'objectif, l'obligation, l'opportunité, l'intérêt à aller aussi voir les metteurs en marché de meubles, c'est-à-dire ce sont nos clients, ce sont pour eux que l'on travaille, pour qu'ils intègrent l'éco-conception dans leurs produits en vue d'incorporer la matière que nous on remet sur le marché ou que d'autres recycleurs mettent sur le marché. Il n'y a pas de raison que le meuble redevienne que du meuble et que le meuble ne soit fabriqué qu'à partir de meubles usagés. Il faut évidemment transférer les matières d'un produit à un autre lorsqu'il est en fin de vie. On se doit aussi de les faire travailler sur la recyclabilité de leurs produits, parce que c'est un vrai challenge que de recycler certains produits. Alors, un produit comme ça, il est tout simple d'un point de vue matériaux, d'un point de vue recyclabilité. Quand on multiplie les matières, quand on multiplie les assemblages, quand on multiplie aussi les différences de forme d'un produit à l'autre, là, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler un canapé. On ne sait pas recycler un canapé parce que ce sont des produits qui sont extrêmement hétérogènes en composition. On va retrouver différents textiles, différentes mousses, différents bois pour la structure. Et puis d'un canapé à l'autre, ça ne va pas être la même chose. Et puis ce sont des matériaux qui sont utilisés les uns avec les autres dans le même produit, très assemblés, collés, vissés. Et ensuite,
tous ces canapés ont des formes, des tailles, des dimensions, des masses différentes, ce qui fait qu'on ne peut pas industrialiser une ligne de démantèlement de ces produits. Donc on ne sait pas séparer, récupérer suffisamment de matériaux pour que techniquement, économiquement, socialement, environnementalement, on rentre aujourd'hui dans ce démantèlement. On travaille beaucoup pour pouvoir le faire demain. Mais du coup, on travaille aussi avec les metteurs en marché, donc avec les concepteurs avant eux, des produits pour qu'ils soient mieux recyclables. Et mieux recyclables, vous l'aurez entendu dans le canapé, c'est surtout pas additionner des matériaux recyclables, c'est regarder aussi comment ils sont assemblés et qu'est-ce qu'ils contiennent d'autre. Un meuble en bois, une vitrine, structure bois avec des portes en verre, ça fait 2 matériaux qui sont considérés comme recyclables. Nous, on va recycler beaucoup le bois, puisque les 2/3 du bois des meubles que l'on collecte sont en bois. Et le verre vient perturber ce recyclage, en fait, parce qu'on a du bois que l'on collecte massivement, qui va faire du coup la filière industrielle de recyclage, et le verre, qui est en plus petite quantité, vient faire la perturbation de ce recyclage. Et notre capacité à séparer ces 2 matériaux et à adresser ces 2 matériaux à des filières distinctes après un tri nous donne la capacité à recycler les 2 matériaux, mais en fait c'est assez rare. Et le verre va être peu recyclé parce que ça représente des petites quantités dans le bois que nous on sait recycler. Donc c'est pas, voilà, la recyclabilité d'un produit, c'est pas la somme de la recyclabilité de chacun des matériaux qu'il contient, qu'il le compose. Et alors il ne faut pas y voir une contrainte, il faut y voir un challenge d'inventer des nouvelles façons d'assembler ces matériaux, des nouvelles façons de remplir les fonctions tout en assurant la recyclabilité et le potentiel deuxième vie de ces produits, parce qu'ils ont tous une fin de vie, j'insiste. Et puis d'aller chercher aussi des nouveaux matériaux. Ce verre non recyclable aujourd'hui, je ne vais surtout pas dire, ou ce miroir, je ne vais surtout pas dire de ne pas mettre de miroir dans les meubles de salle de bain, de dressing, parce que ce serait aberrant d'un point de vue fonctionnel. Par contre, le mot d'ordre, c'est de dire de réduire l'usage à la simple nécessité. On parlait de frugalité. Bah, oui, il y a une fonction pour laquelle le miroir est utile, mais regardons si on a besoin d'un miroir de haut en bas ou réduisons les quantités nécessaires. Et puis, assurons la recyclabilité de ce produit. Donc, le fait qu'il puisse être trié. La difficulté pour recycler du verre, c'est d'amener le verre de manière intègre, intacte, jusqu'à l'usine de recyclage pour que le recycleur soit sûr que c'est le bon verre. Il ne peut le faire que parce que c'est du verre plat et que le verre arrive plat. Donc soit on met en place toute une logistique de collecte, tri, recyclage du verre pour que ça arrive intègre. Et je vous laisse deviner à quel point c'est complexe d'un point de vue logistique que de transporter du verre sans le casser. Déjà, parfois, c'est pas facile de la cuisine à la table de séjour. Alors vous imaginez comment c'est compliqué d'une déchetterie à un recycleur. Ou alors on invente le nouveau verre de demain qui se recycle mieux, qui se recycle aussi bien en verre de vide qu'en verre vaisselle, qu'en verre emballage, les bouteilles. Ou alors le verre qui est bien plus solide et qu'on saura beaucoup mieux transporter en vue de ce recyclage. Et on travaille nous aussi, Ecomobilier, à ça. On source différentes innovations partout dans le monde qu'on vient présenter aux concepteurs, aux fabricants, aux distributeurs de mobilier pour qu'ils s'emparent de ces nouveautés et on stimule ça intellectuellement, on stimule ça par ce travail de sourcing. Et on stimule ça aussi en les accompagnant techniquement, financièrement. Donc voilà, on est sur tout le champ. Ouais, donc il y a vraiment une grande partie aussi pédagogique et la partie innovation que vous venez de développer sur les matériaux et la diffusion après de ce savoir auprès des acteurs, donc qui sont les industriels, enfin les fabricants de meubles. Est-ce que dans la partie collecte, qu'on comprenne comment ça se passe, c'est-à-dire que vous travaillez avec des communes, enfin, on part de la petite étagère. J'ai n'importe quoi Ikea qui marche plus et qu'on met dans la rue avec un numéro qu'on a avant téléchargé sur le site. Ça, vous êtes parisienne, vous. Ouais, il n'y a qu'à Paris que ça se passe comme ça. Bon, c'est à ça qu'on vous reconnaît. On parle de là, oui. Enfin, je vis à Paris. Tant que c'est qu'à ça, ça va. Du temps, ouais. Non, en fait, partout sur le territoire français, il existe des déchetteries dans toutes les communes. Et nous, on vient équiper cette déchetterie d'une benne, la benne 30 mètres cubes que les non-parisiens connaissent. Mais à Paris, il n'y a pas l'espace pour installer des déchetteries. C'est pour ça qu'il y a un autre système qui est mis en place, qui a ses avantages. Il est plus complexe en termes de logistique et ça complique effectivement. On trouve beaucoup de meubles dans les rues encore, malgré le système. Voilà. Non, on met en place des bennes dans ces déchetteries et on collecte. Il y a 85% des tonnes que l'on collecte qui sont issues des déchetteries parce que c'est là où le détenteur, le citoyen, va lorsqu'il a un objet volumineux, et le meuble est un objet volumineux, dont il veut se débarrasser. On incite aussi aux dons, parce que il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire, les ressourceries, les recycleries, Emmaüs,
avec autour des artisans qu'on appelle les uppers, qui sont capables de redonner une deuxième vie en redonnant de la valeur au produit, par de la réparation, par du relooking, aussi en refabriquant un produit nouveau, pas seulement neuf, mais nouveau, en recombinant, en refonctionnalisant, en réimaginant. Là, tout votre talent est bien plus que le mien pour faire ça. Et là, il y a de la créativité. Et puis après, bon, voilà, cette benne, elle va être triée et puis pour créer différents flux de matériaux qui vont chacun intégrer une filière de recyclage en fonction de quels matériaux ils sont. Et vous êtes les seuls en France à faire ça? Alors sur le mobilier, non, on est 2, mais on collecte 90% de nous, des tonnes qui sont collectées partout en France. Donc on n'est pas seul, mais on est le ultra majoritaire. Mais on collecte, nous, tous les objets de la maison, sauf tout ce qui est électrique, où on a, il existe un autre éco-organisme, parce qu'on est un éco-organisme, écomobilier, que vous connaissez parce qu'il vous propose la collecte du petit produit électroménager en magasin, c'est Écosystème. Il en existe sur les piles, il en existe sur les pneus, il en existe sur l'emballage, c'est ex-éco-emballage, c'est celui qui finance la poubelle jaune selon votre commune qui est chez vous, chacun d'entre vous. Il en existe nouvellement sur les jeux, jouets, c'est nous, sur les articles de bricolage et demain sur le bâtiment. C'est-à-dire que demain, tout déchet du bâtiment devra être adressé à une filière de recyclage. Et donc en fait, toute entreprise qui met sur le marché un produit du bâtiment devra s'assurer de la bonne gestion de sa fin de vie. C'est ce qu'on appelle une filière à responsabilité élargie du producteur. C'est la même chose qui est née sur le meuble. C'est-à-dire que tout fabricant ou distributeur de meubles doit s'assurer que quand ce produit sera arrivé en fin de vie, il sera bien géré. Il a cette responsabilité-là et il peut nous la transférer à nous, éco-organismes. Et qui dit transfert de responsabilité dit qu'on est aussi, nous, agréés par l'État pour récupérer cette responsabilité. Donc on a été créé par les entreprises, fabricants, distributeurs de mobilier, que vous connaissez tous, toutes les plus grandes marques de distribution, tous les plus grands fabricants de meubles français et souvent européens, mais on agit que sur le territoire français, pour récupérer cette responsabilité et faire pour eux cette collecterie recyclage, qui les rend conformes à la réglementation. Et ben ces gens-là, oui, on travaille avec eux. On travaille avec eux et on fait de la sensibilisation. En fait, avant moi de faire de la formation ou de l'accompagnement à l'éco-conception, parce que c'est mon métier, je fais surtout de la vente de l'éco-conception, de la conviction des entreprises, même si ça va beaucoup mieux. En fait, de la sensibilisation et de la conviction. Même si ça va beaucoup mieux, et notamment sorti de confinement où mon téléphone a tendance à sonner un peu plus tout seul. Alors, il ne faut pas que je le dise trop fort, parce que mon poste ne va plus exister à force. Mais les entreprises viennent me voir plus spontanément pour faire de l'éco-conception et nous demander de la matière. Recyclé. Et justement, les artisans, un artisan comme David Topani, est-ce que vous avez un lien? Est-ce que lui, il peut trouver pour sa pratique artisanale et en petite série et haut de gamme, j'allais dire, enfin à valeur ajoutée plus, puisqu'il travaille avec des créateurs et pour des galeries, etc. Est-ce qu'il peut trouver des matières chez vous? Alors déjà... oui, on a un lien parce que comme il met sur le marché peut-être des meubles, ou alors en tout cas ses clients le font, soit ses clients, soit lui est adhérent chez Écomobilier pour être conforme à la réglementation. En tout cas, j'espère. Non, j'y crois. Non, la deuxième chose, je parlais de valeur de matériaux. Et c'est vrai que la matière recyclée qui avait très peu de valeur il y a encore quelques années, nous, on lui redonne la valeur. Et on se rend compte que même les produits haut de gamme, même le luxe, s'emparent de ces matériaux recyclés et y trouvent de plus en plus de valeur. Je ne sais pas si c'est le cas dans les demandes que vous avez d'utiliser de la matière recyclée. Alors, matière recyclée, pour l'instant, pas trop. Il nous est arrivé sur certains projets à la demande du client, entre guillemets, qui est même parfois venu avec son matériau de le mettre en œuvre. C'était essentiellement des matières plastiques recyclées, ouais. parce qu'il y avait esthétiquement un intérêt. Enfin, voilà, c'était une proposition, mais c'est resté pour nous, comme les prototypistes, au stade du prototype. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un de ces meubles qui existe quelque part, ou deux. Dans une démarche plus de produits vrais, pour l'instant, c'est quand même pas très fort comme demande. On nous demande plus de faire et de certifier la provenance des matériaux naturels, c'est-à-dire le bois. Essayer de trouver du bois qui ne vienne pas de l'autre bout du monde. Ça, c'est de plus en plus vrai pour tout le monde. Et de forêt gérée durablement, voilà, aussi. Et on évite les bois exotiques, on prend des bois européens, etc. Ensuite, je dirais que c'est à peu près pour l'instant les seules contraintes qu'on ait.
parce que nos objets ne sont pas toujours, comment dirais-je, liés à ce type de travail. Pour qu'on en utilise davantage, je pense qu'il faudrait que la demande vienne des clients, des créateurs, enfin c'est-à-dire de vous en l'occurrence, qui êtes maintenant concernés dans votre démarche créative par toute cette problématique qui nous concerne tous. Parce que nous, on est complètement ouverts, on a un atelier, on a un moyen de production, donc mettre en œuvre un matériau ou un autre, je dirais que c'est pas très différent. Donc, comme on n'est pas créateur, on ne propose rien à la vente. Il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une démarche. Et à partir de là, effectivement, je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui se mettent en place. Mais nous, à notre échelle, on ne peut pas induire ça, je dirais. Sauf à trouver, je ne sais pas si c'est le cas, quand on cherche des matériaux, des panneaux de bois, bon, il y a des catalogues par fournisseur. Alors est-ce qu'il existe la même chose chez vous? Est-ce qu'il y a des catalogues, on se dit, bah voilà, plutôt que de prendre un panneau de contreplaqué, de peuplier, est-ce qu'il y a des choses recyclées qui pourraient le faire? Enfin, ça peut être une option. Maintenant, il faudra, je ne sais pas si l'échelle de production du matériau et la mise à disposition, si elle est accessible à des petites structures, parce que encore une fois, on n'est pas des gros consommateurs de matière. Les panneaux, on les achète à l'unité pratiquement. Donc voilà, je ne sais pas si de ce point de vue-là, il peut se passer des choses. Je sais pas. Alors, dans le panneau de particules, qui est le matériau star dans le meuble, il y a déjà de la matière recyclée. Jusqu'à 100% dans les panneaux qui sont fabriqués en Italie, par exemple. En France, un peu moins, parce que comme on a du bois, des forêts qui vivent, on a cette ressource dont il serait dommage aussi de la laisser dans les forêts et de ne pas l'utiliser. La forêt doit vivre. Mais du coup, dans les panneaux de particules, on a déjà du meuble usagé. On a déjà, donc en fait, vous êtes déjà utilisateur. Dans les plastiques, il peut y en avoir aussi. Parce que nous, on recycle le plastique, notamment du mobilier de jardin. Hein, c'est ce qui fait le gros de notre plastique à recycler. Et il peut réintégrer. C'est un polypropylène, alors un peu chargé de matériaux pour lui donner notamment une résistance mécanique, aussi une résistance un peu au soleil. Mais il peut réintégrer une chaise comme celle-ci, parce qu'en fait, finalement, il a les mêmes propriétés, puisqu'il vient du même usage à la base. C'est la mousse qui peut être intéressante à retravailler, parce que là, nous, on a des gisements, mais on met à disposition. Ce qu'on met à disposition, c'est cette matière recyclée. Alors, oui, par des industriels, mais aussi capacité, notamment sur la mousse, on est sur les petits gisements, on est un peu plus en maîtrise aussi de la matière un peu plus loin. On est capable de mettre à disposition cette matière d'abord pour test, histoire que vous fassiez la main, que vous puissiez convaincre vos clients, les créatifs de la valeur de cette matière. Et puis on a aussi une démarche d'innovation qui nous permet comme je disais, de sourcer les nouveaux matériaux et qu'on sait soit mieux recyclable, soit même meilleur d'un point de vue environnemental sur les autres étapes du cycle de vie, pour parler comme un éco-concepteur. Et on a du coup un catalogue de solutions innovantes. Et puis surtout, allez vous sourcer dans les matériothèques. Hein, le FCBA, une matériothèque incroyable de nouveaux matériaux à objectif environnemental, mais pas que, aussi de nouvelles fonctions, de nouvelles valeurs esthétiques et tout. Donc il y a beaucoup de sourcing possible. Merci. Est-ce que vous, jeune designer en puissance et jeune architecte d'intérieur, vous avez des questions sur ces cycles de vie des matériaux? Ah ben voilà, je vous envoie le micro. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin. Moi, j'avais une question plus pour Écomobilier. Quel est le pourcentage à peu près de ventes que vous faites aux particuliers directement et ensuite aux entreprises ou aux concepteurs, enfin créateurs, et ensuite, sur quelle plateforme du coup vous vendez? Enfin, comment est-ce que vous vendez? Est-ce que vous avez des magasins? Est-ce que vous avez des... Voilà, merci. En fait, nous, notre métier, c'est de préparer la matière pour qu'un recycleur puisse l'intégrer dans un nouveau matériau et qu'il leur cédera à un fabricant ou un concepteur de produits. Donc nous, on ne vend pas de produits. On recycle, c'est-à-dire qu'on transforme une matière usagée avec une valeur assez faible en une nouvelle matière ou un nouveau combustible à valeur plus élevée. Et du coup, notre métier s'arrête là. On prépare pour céder cette matière au premier utilisateur, qui est généralement le fabricant de matériaux, qui va ensuite rentrer dans un produit, ou le consommateur d'énergie,
qui en général refabrique lui-même un matériau. Mais notre métier s'arrête là. On ne va pas jusqu'au produit. Nos clients sont les metteurs en marché, on leur laisse faire leur métier. Du coup, moi j'ai une question qui est liée à celle-ci. Est-ce que vous avez un acheteur principal ou est-ce que c'en est plein et quelles sont la régularité des acheteurs? Est-ce que c'est un seul acheteur ou vous avez plein d'autres Alors, comme on collecte sur tout le territoire national, Ouais. on n'a pas un intérêt à vendre à un seul endroit parce que ça voudrait dire que la matière va beaucoup voyager. D'accord. Et ce qui d'un point de vue environnemental n'est pas génial déjà. Et puis aussi comme c'est des matériaux, des déchets, ils n'ont pas beaucoup de valeur. Il ne faut surtout pas que le transport coûte plus cher que la matière, donc ils n'ont pas la capacité économique à beaucoup voyager. Ensuite, 1,2 million de tonnes, c'est une échelle industrielle et tout bon industriel ne souhaite jamais avoir un seul client, une seule source d'approvisionnement. Et ben c'est notre objectif aussi, c'est qu'il faut avoir plusieurs solutions pour que si la demande chez l'un s'arrête, on soit résilient et on soit capable. Le bois, on collecte aujourd'hui 800 000 tonnes de bois tous les ans et du coup on a 800 000 tonnes de bois à remettre en circulation. Alors une partie va partir en recyclage, une grande majorité va partir en recyclage, au moins les 3/4 selon les années. Et une autre partie va partir en valorisation énergétique, dans des chaufferies industrielles ou communales. Sur ce qui est recyclé, en fait, on le cède aux fabricants de panneaux de particules qui sont partout sur le territoire en France ou proche Europe. Donc on va le céder frontalier Belgique, frontalier Luxembourg, frontalier Italie, frontalier Espagne et principalement en France. Et pour aujourd'hui, c'est une quinzaine de sites industriels en France et en Europe frontalière qui nous rachètent ou qui nous prennent ce bois pour l'incorporer dans leurs panneaux de particules. Et ce sont ceux qui fournissent les fabricants français et européens de mobilier neuf ou de bâtiments, enfin de produits du bâtiment, parce que le panneau de particules est beaucoup utilisé aussi dans le bâtiment. Donc c'est plutôt des acheteurs par matière, enfin par matériaux. Oui. Oui, la mousse est recyclée par exemple sur 7 sites de démantèlement de matelas où elle va être extraite de l'âme du matelas pour être après mise en balle. Après, on va l'envoyer à des gens qui vont être capables de la mettre en flocons pour recompacter et refabriquer des pains de mousse. Ils sont aujourd'hui 2 en France et il existe un 3e site de recyclage où là, ça va être du recyclage chimique. On revient à la molécule, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est un seul site en France. Mais parce qu'on a moins de volume aussi. Donc et par contre, derrière, cette mousse va servir à faire de l'assise. Il existe aujourd'hui dans le commerce des canapés fabriqués à partir notamment de mousse recyclée. Et chez des grands distributeurs très mass market, très mainstream. Donc pas que du haut de gamme et pas que du mobilier où il y a un peu de marge pour faire de l'innovation. Non, aussi de la grande distribution de meubles. On va pouvoir faire du matelas. Et puis on cherche, nous aussi, des nouveaux débouchés. Et pour répondre un peu à votre question aussi, on cherche à ce qu'il y ait des débouchés dans l'automobile. Pourquoi est-ce qu'un appuie-tête de voiture ne serait pas composé de mousse recyclée issue de matelas usagés? Si la mousse correspond, on cherche dans le bâtiment, évidemment, parce que là, les volumes nécessaires de matériaux nécessaires pour la construction ou la rénovation des bâtiments sont tellement importants que c'est des marchés extrêmement intéressants pour manger cette matière. Donc on cherche aussi à multiplier nos marchés. Donc pas seulement les clients qui font la même chose, mais aussi les différents marchés pour assurer l'avenir de ces matières. D'accord. Et j'avais une autre question concernant l'exemple que vous avez donné sur la difficulté de recycler aujourd'hui un canapé qui est déjà assemblé et que c'était quelque chose sur lequel vous vouliez travailler. Et je me demandais d'où venait cette difficulté. Est-ce que j'ai compris du coup que c'est parce que c'était assemblé. Est-ce que le ratio est pas assez intéressant, je veux dire pour le fait main, est-ce que c'est faisable quand même de désassembler un canapé? Est-ce que c'est parce que vos machines sont pas encore assez compétentes parce que c'est industrialisé donc elles sont pas forcément au point? Et est-ce que c'est du coup c'est justement ce sur quoi vous voulez travailler? Quel est votre espoir, quelle est votre démarche pour la suite si c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler? Un canapé, en fait, il va être mis sur une ligne de tri. Donc d'abord, il va être broyé pour essayer de revenir à chaque particule de matière ou chaque morceau de matière la plus petite possible pour qu'elle soit, pour que cette particule soit constituée d'un matériau unitaire.
Donc plus on va essayer de broyer suffisamment fin pour qu'on ait, après sur le tapis roulant d'un centre de tri que vous avez, ou d'une chaîne de tri que vous avez déjà vu, un morceau de bois, un morceau de mousse, un morceau de textile, et pas un accoudoir canapé qui est composé des trois. Et ensuite, ça va être trié alors, par différentes solutions de tri. Ça va être du tri magnétique pour séparer là, les matériaux métalliques. Ça va être du tri par densité, parce que là, la mousse et autres. Ou alors, ça va être du tri aussi optique, où des lecteurs optiques sont capables de reconnaître tel ou tel matériau. Et par soufflerie, on va l'envoyer dans tel ou tel bac, dans telle ou telle poubelle, entre guillemets, pour constituer des différents mélanges. Tout ça a un coût. Et la matière recyclée, elle a un coût en bout de chaîne qui est l'addition des coûts qui ont permis de l'obtenir. Et pour que cette matière recyclée trouve preneur, avec la valeur d'estime qu'elle a, avec la valeur technique souvent moindre quand même qu'une matière vierge qu'elle a, eh ben, il faut qu'elle arrive sur le marché en étant concurrentielle par rapport à cette matière vierge. Et du coup, on a un rapport comme ça. Quelle technique on a, quelle capacité à utiliser économiquement cette technique on a pour proposer aux utilisateurs de cette matière un prix qui soit concurrentiel à la matière vierge. Donc on doit faire des choix, et c'est pour ça qu'à partir du moment où ça devient trop cher de recycler, ben on peut faire le choix de faire autrement, de fabriquer un combustible. Mais dans la hiérarchie des modes de traitement du déchet, c'est le vocabulaire officiel, d'abord prévenir, donc la frugalité dont on parlait tout à l'heure, ensuite réemployer, réutiliser, donc à l'échelle de l'objet, sans passer par le recyclage, recycler, valoriser énergétiquement, puis éliminer quand on ne peut pas faire tout le reste. Donc on favorise le recyclage, mais de temps en temps, si on fait tous les efforts nécessaires à recycler, mais qu'on amène une matière sur le marché qui ne trouve pas preneur parce qu'elle n'est pas concurrentielle, c'est vain, autant préparer autre chose qui lui trouve preneur. Donc nous ce qu'on travaille, c'est, comme je disais, en éco-conception avec les fabricants, concepteurs de canapés, à essayer qu'ils fassent un canapé qui soit mieux désassemblable, peut-être, ou dont les matières soient mieux triables, pour que nous, on puisse obtenir des matières qui soient ensuite avec une valeur économique et avec une valeur technique plus intéressante, et donc recyclables. On travaille aussi à faire en sorte que le tri puisse nous permettre de récupérer quelques matières. Aujourd'hui, c'est le cas déjà. Évidemment, dans un canapé, on recycle le métal qu'il contient, parce que c'est très facile à trier et à recycler. On recycle une partie du bois qu'il contient. Et demain, on va essayer de recycler la mousse. On sait recycler la mousse des matelas, c'est la même que la mousse des canapés. Si on arrive à l'extraire sans qu'elle embarque le bois auquel elle a été collée, ou le textile auquel elle a été collée, agrafée, enfin selon les modes d'assemblage, si on arrive à la récupérer seule, on pourra la recycler. Et c'est le type de travaux qu'on fait en essayant de voir quelle est la partie de mousse qu'on peut collecter, qu'on peut extraire de ce gisement pour aller la mettre en recyclage. Est-ce que ça a un intérêt économique, technique et environnemental? Enfin, si je suis en 5e année, que je veux passer mon diplôme avec une production de pièces que je voudrais aller faire prototyper chez David, si j'ai un peu de moyens, mais en étant totalement éco-conçu, c'est-à-dire avec ces valeurs d'éco-conception, comment est-ce que je fais pour... comment est-ce que... Nous, on est si y a une demande, si quelqu'un arrive avec des matériaux, avec un projet qui permet de les mettre en œuvre et de les valoriser, il n'y a pas de problème pour répondre, pour discuter, pour se pencher sur le projet, voir comment ça peut fonctionner. Évidemment, nous on est complètement... Donc là, immédiatement, là, c'est là qu'il y a l'aspect laboratoire et recherche, et vous vous emparez du sujet. C'est ça, et c'est aussi un échange, parce qu'en général, les gens qui viennent avec des matériaux comme ça ont quand même bien réfléchi en amont à ce qu'ils voulaient proposer, à ce qu'ils voulaient faire. Donc après, nous, ce qu'on apporte, c'est effectivement notre savoir-faire dans la mise en œuvre, dans les choix techniques parfois. Enfin voilà, c'est plutôt ça, mais c'est tout à fait possible, ouais, bien sûr. Et ça vous arrive d'avoir c'est ce que je disais. Des créatifs qui arrivent avec des matériaux tout d'un coup, même que vous découvrez avec eux? Oui, ça arrive, ouais, parce que nous, on n'est pas, comme effectivement, on propose rien à la vente, on passe pas notre temps à chercher des matériaux. Ça nous est arrivé. Les expériences sont pas toujours convaincantes, c'est-à-dire que des fois, il y a des hypothèses de travail et qui, au final, on se rend compte que ça fonctionne pas. Pour des problèmes de mise en œuvre, pour des problèmes liés à la nature même du matériau. Enfin,
Si on reste dans des mises en œuvre simples, c'est-à-dire que, bon, imaginons on a un matériau recyclé, comme je disais tout à l'heure, une matière plastique avec un veinage. On pourrait faire le parallèle avec un morceau de bois, avec une pièce de bois. Là, effectivement, il s'agit de couper, de faire des usinages, d'assembler. Bon, là, ça peut fonctionner. Si c'est des mises en œuvre beaucoup plus complexes, bon, après, ça dépend vraiment. Il faut se pencher sur les problèmes techniques, sur la fonctionnalité de l'objet. Des fois, on voit arriver des projets. Bon, entre guillemets, clairement, ça ne tient pas debout, quoi. Non, mais ça ne tient pas debout physiquement. C'est-à-dire que voilà, il y a des problèmes de section de matière. À un moment donné, la mécanique est ce qu'elle est. Il y a des contraintes et on ne peut pas faire sans. Donc voilà. Donc du coup, là, effectivement, c'est là où il peut y avoir un échange, ce qui oblige à des compromis, comme dans tout échange. Et savoir jusqu'où on veut aller, ou si effectivement on oublie, on passe à autre chose, on essaye de. Enfin voilà, c'était pas bonne piste, mais je dirais que tout n'est pas possible. Mais effectivement, la démarche. Vous sentez qu'il y a un changement là quand même chez les créatifs, les gens qui viennent vous voir. Est-ce que les projets, est-ce qu'il y a une petite mutation dans la façon de fabriquer, ou est-ce que de notre point de vue, pas vraiment. Je pense que c'est pour l'instant à notre échelle. Moi, je parle pour moi. On est un petit atelier, donc c'est pas une incidence énorme. Je pense que ça sera peut-être plus vrai des échelles industrielles. Je pense que ça bouge, mais que le niveau de gamme, voire le luxe sur lequel vous êtes, bouge plus difficilement, parce que voilà, il y a une question de valeur, et c'est vrai qu'on s'attache à la noblesse des matériaux vierges, des matériaux dits même nobles dans le langage habituel. Mais en fait, il faut oser. Je vous entendais tout à l'heure dire que votre métier, c'est de repartir d'un existant. Il y a une matière existante, il y a des matériaux, il y a même des composants de produits qui peuvent être existants. Rénover un bâtiment, c'est souvent mieux que de tout mettre par terre et de rebâtir, hein, ça vous le savez, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais ça veut dire que vous repartez d'un existant. Et il existe aussi, il faut utiliser aussi les matériaux existants. Pourquoi tout enlever et tout amener à l'autre bout de la France ou de je sais pas quel territoire pour que ça reparte en matériaux, alors que peut-être il y a une part de réutilisation, voire même de recyclage qui est possible. Et pour ceux qui font du design d'objets, on a du bois dans les armoires normandes, vosgiennes ou d'où qu'elles viennent, qui est exceptionnel. Plus personne ne veut de ces armoires parce que c'est trop grand, c'est trop vieux, c'est plus le style, c'est trop encombrant dans le logement actuel. Et pourtant, le bois là, on a un merisier, on a un chêne qui a 80 ans, qui a 100 ans, qui a vécu et qui ne bougera plus. Qui techniquement a une valeur folle parce qu'il ne bougera plus et qui est là, qui est disponible. Et c'est dommage de se dire que c'est très bien de le recycler, mais si ça pouvait être réutilisé, et si on arrive à réextraire ces panneaux de portes, ces panneaux de portes d'armoire, tout ça, pour en faire un objet, on a là une matière qui est encore plus noble, à mon sens, que quand elle sort de l'arbre, parce qu'elle a ses 80 ans de vécu. Alors elle a une histoire, et puis surtout, elle est stabilisée. Donc oser ces matériaux, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur le métier d'architecture intérieure dans l'utilisation des matériaux de seconde œuvre, là aussi c'est de l'assemblage. Comment est-ce que ces matériaux pourront être déposés, pas forcément fixés au mur, comment peuvent-ils être facilement déposés pour être dans une même logique de réutilisation, de modification, de transformation potentielle dans une chaîne vertueuse qui permettra de refaire aussi d'autres matériaux de réemploi à une échelle financière qui soit, l'enjeu c'est que ce soit moins cher que la matière, que le matériau vierge. Et dans vos dessins, vous faites du dessin sur mesure ici. Alors sur mesure, ça ne veut pas dire dessiner que pour les gens riches. Vous faites du dessin sur mesure parce que c'est lié à un espace. Et là aussi, je pense que ce qui est important de ce qui vous a été dit, c'est, me semble-t-il, c'est ce qui donnera une très grande valeur
qu'on retiendra vos projets, y compris dans le monde du luxe, parce qu'aujourd'hui, le monde du luxe ne veut plus avoir des trucs en marbre de Carrare qui viennent de tel endroit, où la question du recyclage et de la capacité des espaces, mais aussi des mobiliers employés, n'est pas vue à la loupe, parce que le monde du luxe est évidemment regardé à la loupe sur toutes ces questions d'éthique, parce que naturellement, on se dit, le luxe dépense sans savoir comment on va recycler, etc. C'est l'abondance dont on a décrété la fin il n'y a pas longtemps. Le luxe, c'est l'abondance dont il semble qu'on aurait décrété la fin il n'y a pas longtemps. Exactement. Il y a toutes les maisons de luxe aujourd'hui, enfin celles qui font partie en France du comité Colbert, placent en fait cette question-là au centre. C'est-à-dire que si vous arrivez avec le dessin d'un mobilier où vous n'avez pas fait la démonstration que ce mobilier-là va pouvoir se démonter et que dans l'assemblage qui est fait, le recyclage va devenir plus complexe, je pense que vous aurez toutes les chances que votre produit ne soit pas pris. Et David Tobani disait que dans le secteur, je dirais, de l'artisanat de luxe, ça bouge aussi, ça bouge peut-être un peu moins que dans le secteur industriel, mais la pression qui existe sur les groupes de luxe par rapport à la question de la responsabilité économique et sociale et solidaire est très forte. Et donc, je pense que vous devez arriver maintenant dans la conception de vos projets chez David Tobani avec des objets enfin des objets ou des mobiliers qui ont été le mieux pensés dans la dimension d'un assemblage vertueux et d'un désassemblage vertueux possible. Sachant que ce désassemblage, c'est pas seulement pour le recyclage, c'est aussi pour qu'il puisse avoir plusieurs vies ou qu'il puisse être réparé. Donc quand on parle de durabilité, alors en français c'est piégeux parce qu'il y a la durabilité sustainability en anglais où il y a la durabilité liée à la durée. Et on parle toujours de durée de vie. Et vous faites des produits qui ont une durée de vie folle et incontestable. En plus, par la valeur qu'ils embarquent dans le luxe, c'est encore plus fort. Mais il y a surtout une durée d'usage ou désusage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits vont appartenir à plusieurs utilisateurs au cours de leur vie, le même produit, voire même au cours d'une même journée. On le voit avec le Vélib ou avec toute l'économie du partage. Et c'est obligatoirement des produits qui doivent s'adapter à ça. Et puis, c'est le produit qui doit être réparable. C'est le produit qu'on peut remettre au goût du jour. Et voire même, c'est le produit qui a une esthétique assez intemporelle pour éviter cette obsolescence du style qui fait que le meuble, en fait, par exemple, parce que je parle de ce que je connais le mieux, sa durée de vie est plus limitée par son usage, par les changements de vie dans son utilisateur ou par les changements de goût, de besoin, que par sa durée de vie en elle-même. Donc il faut penser le produit, quel qu'il soit, et même le bâtiment, le quartier part. Les multiples usages qu'il va avoir sans qu'on soit obligé de tout raser pour tout refaire ou de mettre à la benne pour acheter un neuf. C'est ce qu'Aurélien Fouguet disait ce matin en parlant du cheval de Troie et de la ruse. En fait, votre métier aujourd'hui n'est pas dans votre processus de pensée créative, c'est la part de ruse pour arriver à acquérir ces qualités-là nécessaires qui font que vos créations vont d'abord vous mettre, je pense, à l'aise avec vous-même et avec votre temps et vont être acceptées par l'ensemble de vos commanditaires. Parce que les commanditaires, maintenant, aujourd'hui, je pense, vont exiger ça. Et vont tous exiger. Donc c'est vraiment très important que vous l'intégriez au mieux. Et je pense que la question de l'assemblage, du démontage, alors c'est technique, mais je pense que c'est un des points certainement pour votre génération. J'ai le sentiment, mais peut-être David va nous dire, qui est très fondamental, c'est d'arriver à trouver des bons systèmes qui vont pouvoir rendre vos créations et vos productions acceptables au bon sens du terme, c'est-à-dire acceptées par tous, par vous d'abord, pour votre responsabilité personnelle, et par votre commanditaire. Alors moi, juste pour intervenir par rapport à ça, simplement, ça va demander à nos jeunes créateurs de démarrer avec beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que qui est une chose qui était moins vraie il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, beaucoup plus de liberté dans les champs de création. C'est-à-dire que ça pouvait partir un peu dans tous les sens. Là, on est en train de leur dire il va falloir réfléchir beaucoup. Effectivement, il y a tout le côté mécanique, technique. Enfin voilà, je pense que certaines manière, ça va avoir une incidence sur ce qu'on va voir naître, je pense, visuellement. Ça ouvre la question de savoir est-ce que la contrainte est
C'est ça. Absolument. Mais ce qui est sûr, c'est que avant celui qui fabrique, c'est le créatif, c'est celui qui conçoit, qui a la réponse. Et du coup, c'est sûr que si vous ne faites pas, ça ne changera pas, ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup.